Voilà pour cette enquête sidérante avec cette phrase de ce spécialiste des énergies que j'ai retenu et qui résume bien tout l'enjeu auquel on est tous confrontés. Je sais qu'il y a un problème, nous savons qu'il y a un problème, mais nous ne faisons pas grand-chose pour le résoudre. Eh bien justement, en lançant l'alerte, en enquêtant sur le terrain, en dénonçant des scandales qui perdurent, eh bien c'est comme ça que les choses peuvent changer. Et c'est ce que font nos invités qu'on a décidé de réunir sur notre plateau. Ce soir, ils sont journalistes, citoyens, lanceurs d'alerte ou encore élus d'un petit village. Et chacun, à sa manière, fait bouger les lignes. Vous allez voir, ça marche. Ils vont nous expliquer comment ils font face, s'attaquent parfois aux géants de l'industrie et surtout comment, au jour le jour, ils travaillent pour révéler et parfois même aider à réparer ces scandales sanitaires et environnementaux. Merci à tous les quatre d'être présents. Martin Boudot, bienvenue. Vous êtes journaliste spécialiste des scandales environnementaux. On peut dire ça comme ça. Oui, on peut dire ça comme ça. On peut vous présenter. Vous réalisez la série documentaire Vert de rage sur France 5. On vous voit sillonner la France, la planète aussi. Vous enquêtez sur plein d'endroits de pollution dans le monde, le plomb, le pétrole, les engrais. Bon, la liste est beaucoup plus longue. Votre série a été sélectionnée pour le prix Albert à Londres. Des enquêtes percutantes et pédagogiques. Vous allez nous en parler. Arnaud Zvrek, bienvenue. On est ravis de vous recevoir. Vous êtes agriculteur et maire d'une petite commune, celle de Courmel, c'est près de Soissons, dans l'Aisne, dans les Hauts-de-France. Vous êtes entré en résistance, ce sont vos mots, pour empêcher une multinationale de s'installer dans votre petit village à cause des risques de pollution. Vous dites que c'est David contre Goliath, mais vous vous définissez comme Rocky. Plus vous prenez de coups et plus vous êtes déterminé. Voilà, vous avez ça bien promet. Résumé. C'est bien résumé. Vous ne lâchez rien, c'est bien résumé. Yves-Marie Lelay, merci d'être avec nous. Vous êtes ce qu'on appelle un lanceur d'alerte depuis plus de 20 ans. Vous dénoncez les ravages des algues vertes qui polluent vos belles côtes bretonnes et l'air aussi. Autour de ces côtes-là, vous présidez l'association Sauvegarde du Trégor. Vous allez nous raconter votre combat. Et à vos côtés, Mathieu Ozano. Bonsoir, bienvenue. Vous dirigez un think tank qui s'appelle The Shift Project. Pardon pour l'accent. C'est un groupe de réflexion sur la transition énergétique. Vous êtes également l'auteur de Pétrole, le déclin est proche. Et ça tombe bien, puisqu'on va revenir sur ces 30 millions de puits de pétrole abandonnés dans le monde, qu'on a vu dans The Doc, qui laissent fuir des gaz toxiques dans la nature. On a quand même vraiment l'impression que c'est une bombe à retardement écologique et sanitaire. Et alors pourtant, on n'en entend jamais parler. En tout cas, moi, j'en avais jamais entendu parler jusqu'à ce doc. Oui, c'est vrai, ces problèmes de fuite, en particulier de méthane, c'est-à-dire c'est un peu ce qui reste au fond du puits une fois qu'il est tari. C'est un problème dont on réalise l'ampleur depuis peu de temps, notamment parce qu'avant, on ne regardait pas. On ne regardait pas ces histoires de fuite de méthane. C'est depuis que la problématique climatique a pris de l'ampleur, que notamment on a envoyé des satellites dans l'espace pour regarder où est-ce qu'il y avait des anomalies dans les émanations de méthane. Notamment parce qu'à un moment donné, les climatologues se rendaient compte qu'il y avait plus de méthane que ce qu'on arrivait à identifier dans les installations industrielles où ces fuites, ces émanations de méthane étaient quantifiées. Il n'y en avait pas beaucoup, parce qu'en général, les pétroliers, ce qu'on appelle torchent, c'est-à-dire brûlent le méthane à la sortie des raffineries, à la sortie d'un certain nombre de puits. Et en fait, il s'avère qu'il y a beaucoup de choses qui fuient. Et il y en a, ça s'étale sur 150 ans. C'est ce qu'on voit dans le documentaire, c'est qu'il y a des puits qui sont très anciens. Et puis, il y a aussi des gens qui manquent d'intégrité dans l'utilisation des installations pétrolières aujourd'hui. Vous les appelez les charognards ? Ouais, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a des sociétés qui prennent des raccourcis. En fait, c'est pas très difficile de faire qu'un puits, de sceller un puits. Normalement, si visiblement, c'est un peu compliqué quand même de bien le sceller pour qu'il n'y ait plus jamais aucune fuite. Il faut suivre ensuite le travail. Donc, on peut sceller sans problème un puits en activité. Lorsqu'un puits en arrive en fin de vie, on peut le boucher, même à grande profondeur. Et après, il faut suivre ce qui se passe. Mais simplement, il y a énormément d'endroits dans le monde où la législation environnementale est faible, voire inexistante. C'est le cas aux États-Unis, mais c'est le cas en Afrique, c'est le cas en Russie. Et depuis peu de temps, on regarde ces émissions de méthane. Et là, on voit qu'il y a l'Alsace aussi. Et alors, d'après ce que je comprends, le BRGM, l'administration publique qui est en charge de ça, a l'air de bosser correctement. Enfin, en tout cas, j'espère. Donc, il n'y a pas de problème en France ? J'en sais rien. Il y en a sûrement. Si vous voulez, il y a toujours une installation industrielle, technique, pose toujours des problèmes, en particulier lorsqu'elle est ancienne. Après, il n'y a aucune excuse au sens où, si on regarde, si on suit l'évolution naturelle d'un équipement technique,
doit prévoir. Il n'y a pas de surprise dans tout ça. C'est vraiment de la négligence pure. C'est de la... Vous avez été surpris, vous, Martin Boudot, quand vous avez regardé le documentaire, parce que vous avez enquêté, c'est une enquête qui va bientôt sortir sur France 5, enquêté sur le pétrole et les raffinés de pétrole. Moi, je suis dans le monde d'avant, entre guillemets, c'est-à-dire qu'en fait, je suis dans avant le puits abandonné. Avant le puits abandonné, je suis dans la production actuelle. Dans Vers de Rage, on a réalisé une enquête qui va bientôt être diffusée, qui part de l'extraction de pétrole en Irak jusqu'au raffinage, et notamment dans la plus grande zone, la plus grande raffinerie de pétrole en France, qui est à Gonfreville-Lorcher. Alors vous dans avez la peut-être la banlieue du réponse. Havre. On parlait de la France, est-ce qu'il n'y a pas de problème en France? Alors c'est pas exactement le même problème, mais le torchage, vous l'évoquiez tout à l'heure, ce qu'on appelle le torchage, vous savez, c'est ces grandes fumées, ces grands feux qu'on comme voit des sortir, torches, oui, à l'extérieur, à l'air libre. Ces grandes cheminées, les torchères, les torchères en français. Le principe de torchage, c'est assez extraordinaire parce que quand vous allez à Gonfreville-Lorcher, la première fois que j'y suis allé, j'avais l'impression d'être, pour ceux qui connaissent, dans le Mordor, dans le Seigneur des Anneaux. Vous avez du feu partout, des nuages sombres partout, et puis vous avez cette immense zone aéroportuaire. C'est assez incroyable à regarder. Et puis vous avez des gens qui vivent ici, qui se posent des questions, qui ressentent des odeurs, qui ont mal à la tête, qui se posent des questions sur l'incidence du nombre d'enfants asthmatiques, etc. Et nous, on a essayé de savoir si oui ou non, il y avait une pollution autour de ces zones-là. Et on a fait la même chose en Irak. Et on a suivi surtout une entreprise en particulier qu'on connaît bien, qui s'appelle Total, qui n'a pas voulu nous ouvrir ses portes, ni en Irak, ni en France. Et du coup, ça nous a valu quelques déboires avec les services de police et de gendarmerie en France. On en parlera peut-être plus tard, mais on a fait nous-mêmes nos prélèvements d'air, prélèvements de sol et prélèvements d'urine. On a réalisé des prélèvements d'urine chez les enfants de la zone pour mesurer leur taux de HAP, c'est des molécules cancérigènes qui sont liées à la combustion. Résultat les médianes des enfants français sont plus élevées que les médianes allemandes ou américaines. Et quand on va en Irak, alors là, c'est carrément c'est le plus gros niveau qu'on a jamais vu dans la littérature scientifique. Les enfants qui vivent autour de certaines zones pétrolières en Irak, ils sont totalement contaminés. Quand on voit évidemment les conséquences, les ravages des gaz toxiques dans le documentaire, ce que dit Martin Boudot, même en France, dans la banlieue du Havre, et la question que vous abordez, qui est que les puits qui se ferment, ça va s'accumuler et de plus en plus, puisqu'on voit bien qu'on est en pleine transition énergétique et qu'on est en train d'essayer de se passer des énergies fossiles. Qu'est-ce qui va se passer? Ça va dépendre de... C'est un peu comme, on a l'impression que c'est un peu comme une baignoire qu'on remplit d'un côté et puis ou qu'on vide de l'autre. Il y a beaucoup de puits fermés, il y a beaucoup de zones. C'est ça qui est marquant, qui est frappant. Le tournage de ce documentaire se fait sur effectivement des zones de production de pétrole qui sont taries et qui ensuite deviennent ce qu'elles deviennent. On devine que du côté de Pechelbronn, en Alsace, il semblerait que l'administration, parce qu'on y met les moyens, regarde un peu précisément. Les États-Unis, par exemple, mais je pense que vous seriez allé regarder au Nigeria, peut-être, ou sur un certain nombre d'installations pétrolières qui sont taries également autour du golfe Persique. Ça va vous faire dresser les cheveux sur la tête, effectivement. Le Nigeria, alors c'est pas dans le documentaire, c'est intéressant, j'ai regardé les fuites simplement des installations actives et celles qui sont fermées. On voit qu'il y a des puits de pétrole très anciens qui continuent à fuir. Au Nigeria, on a estimé que c'était l'équivalent d'une marée noire tous les ans depuis 50 ans. Simplement, c'est vertigineux. Voilà. Alors justement, pour dénoncer ces scandales, c'est ce qui permet aussi d'attirer l'attention des autorités, des compagnies. Vous citiez entre autres Total, mais il y en a plein d'autres. Pour éviter de mettre la poussière sous le tapis, comme dit un médecin lanceur d'alerte dans le documentaire, il y a des solutions. Alors chacun sa méthode pour en parler, faire bouger les lignes, comme on dit. Vous tous, ici, vous avez un mode d'emploi, on peut dire ça comme ça, vous allez nous en parler. Alors Martin, vous aviez commencé à aborder la question de aller sur le terrain, même si ça ne fait pas toujours plaisir à tout le monde. Vous allez chercher vous-même les preuves, en fait, parce que parfois, elles n'existent pas, même les systèmes de mesure des polluants et des différents gaz toxiques n'existent pas. Vous allez chercher ces traces de façon très scientifique dans l'air, dans l'eau, dans la terre, et puis ensuite vous les faites analyser. Je voulais juste qu'on vous regarde en action. Alors là, vous enquêtez pour Vers de Rage sur une usine près de Lyon, qui rejette ce qu'on appelle des polluants éternels dans l'eau. Regarde. C'est ici, là. Cette traînée blanche dans l'eau, ce sont les rejets tout droit sortis de l'usine Arkema. Pour y accéder, il faut rejoindre la rive.
juste au pied là. Ouais, c'est juste là. Oh, elle est chaude l'eau. Si on trouve des polluants perfluorés ici, ça veut dire que potentiellement, il y en a aussi dans l'eau potable des habitants. Pourquoi c'est si important d'aller soi-même récupérer les preuves? Parce que à partir du moment où on est journaliste d'investigation, on veut avoir la nuance la plus totale. On va aller voir les industriels qui vont nous dire on ne pollue pas du tout, voire pas tant que ça. Puis certains militants qui vont être un petit peu trop extrêmes, un peu trop radicaux, et qui vont dire ils ont causé toute cette pollution-là. Nous, on va essayer de trouver un chemin au milieu. Et l'apport de la science permet de mettre du fait. Le fait scientifique, ça clôt les débats, à peu de choses près. Même si, évidemment, la science est souvent remise en cause ces derniers temps, ça nous permet, nous, d'enquêter sur une troisième voie qui nous permet vraiment de faire bouger les lignes. Et en fait, on s'est rendu compte, au fil des années, que l'investigation scientifique sur des problématiques environnementales et sanitaires faisait bouger les lignes. En fait, Vert de Rage, on va réaliser des prélèvements, et puis après, on met à disposition des citoyens ces résultats. Et nous, on se met en arrière, on regarde ce qui change. Et puis on commencera le montage du documentaire plus tard pour essayer aussi d'inclure l'impact, parce que parfois on a une petite tendance à être un petit peu pessimiste. On regarde des documentaires d'investigation, on dit mais qu'est-ce qu'on va faire, comment on va bouger? Heureusement, vous avez des exemples ici de gens qui font bouger les lignes. Nous, on avait envie de montrer aussi que ça peut avoir de l'impact. C'est ça qui était important. Et effectivement, vous impliquez, puisque chaque enquête que vous faites avec des scientifiques, ensuite, vous les rendez publiques et vous les présenter aux habitants et aux citoyens de la région en question. Vous aussi, vous entraînez derrière vous, d'ailleurs, Yves-Marie Lelay, tous les habitants qui sont concernés. Donc, je le disais, vous dénoncez les ravages causés par les algues vertes sur les côtes bretonnes depuis plus de 20 ans. Vous pourriez finalement travailler ensemble avec Martin Boudot, parce que vous avez un peu les mêmes techniques. Vous aussi, vous allez récolter des preuves sur le terrain. Je fais une invitation officielle à Martin Boudot pour venir avec moi dans ces estuaires complètement saturés d'hydrogène sulfuré, puisque ce qui fuit en Bretagne, c'est l'hydrogène sulfuré. Et alors, ça Le vient d'où ? sulfure d'hydrogène, ça vient de la putréfaction des algues. En fait, les algues échouent massivement sur les rivages et elles pourrissent, et le produit de la décomposition de ces algues migre dans le sédiment, que ce soit la vase ou le sable. Et là, eh bien, cette vase pourrie reste 365 jours sur 365. C'est pas avec le dernier échouage que la pollution va s'arrêter. Ça reste en permanence. Et nous avons fait, nous, des démonstrations, y compris des constats d'huissier. Plus d'algues vertes, la plage très propre. On soulève un peu, gratte le sable, tout est noir. C'est le produit de la décomposition des algues. Alors justement, on va regarder comment vous allez relever ces taux de toxicité. Ça s'appelle les taux de ppm qui donnent donc le niveau de la toxicité des algues. Et vous y allez vous-même à vos risques et périls. Il a sonné, ça signifie qu'on était au-dessus de 20 ppm. Et à 20 ppm, dans les travaux industriels ou près des plateformes de forage de pétrole, il faut déserter les lieux. 48 ppm, 50 ppm, 79, qui est un taux quand même important. Voilà, mon pied s'enfonce de trop, je n'irai pas plus loin. Dans le même endroit, j'ai détecté plus de 1000 ppm. À 1000 ppm, c'est la mort assurée en quelques secondes. Donc on peut mourir à cause de ces algues vertes? Non, on est déjà mort à cause de ces marées vertes. La nuance est importante. Dernière en date, c'est Jean-René Offray en 2016. Et 5 ans auparavant, c'était 36 sangliers, 2 ragondins et un blaireau. Donc on meurt, oui, dans ces zones-là, quand on, bien sûr, se hasarde à y aller, alors qu'effectivement, ce n'est pas souhaitable. Mais comment savoir que ce n'est pas souhaitable? C'est ça la question.
est-ce que les indications sont suffisamment bonnes pour mettre En à garde l'abri, mettre en garde? Nous disons non. Oui, vous parlez de Jean-René Offray, qui était un jogger, Bien qui sûr. courait le long des côtes et qui est mort par inhalation. Par inhalation, il a voulu traverser cet estuaire. J'y suis allé encore il y a le 7 décembre avec quelques-uns de vos collègues, et il est dans le même état. Et alors, d'où vient cette toxicité? Elle vient tout simplement de la putréfaction des algues. Et pourquoi Tout corps- les algues se putréfient? les algues, tout corps organique, si vous voulez, toute espèce vivante produit, en se décomposant, de l'hydrogène sulfuré. Mais les quantités qui échouent sont tellement importantes que finalement ces algues restent là sur la plage et pourrissent. Elles ne sont plus alimentées par la mer, elles pourrissent. Et donc, c'est le produit de cette décomposition qui est dangereux. Oui, mais particulièrement en Bretagne, on ne peut pas s'empêcher de penser quand même à l'industrie agroalimentaire qui est extrêmement puissante, notamment l'élevage porcin en Bretagne. Est-ce qu'il y a un lien? Je vous regarde, je me tourne vers vous, désolé, parce que vous êtes agriculteur également. Oui, je suis aussi agriculteur. Effectivement, en fait, on a constaté quelque chose, c'est une concentration des élevages sur des zones qui, historiquement, n'étaient pas des zones de production agricole, c'est-à-dire que les régions se sont spécialisées. Donc, moi, je prends la région des Hauts-de-France, plus particulièrement la Picardie ou l'Aisne, où on est producteur de céréales, où il y a encore 50 ans, chaque ferme avait un élevage bovin, un élevage porcin, des volailles. Aujourd'hui, plus rien de tout ça. Donc, nous, pour le coup, plus de problèmes de gestion d'effluents, à tel point que finalement, on manque d'effluents pour amender les terres. Les engrais d'origine minérale explosent là avec la crise en Ukraine. Donc, on est obligé de faire venir des fientes de poules de Hollande par camion. Donc, on expédie nos céréales et on récupère les déjections des animaux. Donc, tout ça, c'est lié à un phénomène d'industrialisation poussé à l'extrême, de surconcentration et de surcapacité des élevages. Voilà, donc on a déséquilibré l'équilibre qui était naturel, c'est-à-dire on a adossé à des productions des élevages de taille humaine. Vous faites d'ailleurs vous-même votre mea culpa, parce que vous dites vous-même, je n'ai pas toujours été un agriculteur très vertueux. Voilà, j'ai, je pense maintenant, le plus grand de ma carrière derrière moi. J'ai démarré dans les années 90 où, oui, à l'époque, on nous vendait, je prenais l'exemple, parce que dans un livre que j'ai écrit, je prenais l'exemple du glyphosate, où on nous vendait ça comme le produit miracle, la molécule bon marché, efficace contre tout, désherbant total. On nous disait presque qu'on pouvait en boire tellement il était inoffensif. Et on en a bu devant vous, je crois. On en a fait bu semblant d'en boire devant vous. une cuillère à café en disant, vous voyez, monsieur, c'est vraiment le produit miracle. Alors aujourd'hui, ça paraît complètement abstrait, complètement lunaire, mais c'est une scène que j'ai vécue. Et puis, au fil du temps, donc on avait un groupe d'amis agriculteurs, et puis on allait dans des dîners, puis on apprenait, on vient d'avoir un enfant qui a un problème, il a un bec de lièvre, on sort de l'hôpital, et puis un deuxième, et puis dans une autre famille. Donc, il y avait quand même du questionnement. Et puis, on apprend au fil du temps qu'effectivement, il y a des agents mutagènes dans le glyphosate. Donc, j'aurais aimé, moi, à l'époque, pouvoir bénéficier aussi du principe de précaution. Voilà. Est-ce qu'on peut être lanceur d'alerte pour une pollution qui n'existe pas encore? C'est finalement un peu votre rôle. Voilà, et là, ça, je vous rends votre casquette de maire, Oui. monsieur le maire. Vous êtes un lanceur d'alerte visionnaire, on peut dire, puisque vous refusez qu'une gigantesque usine s'installe dans votre commune. C'est dans les Hauts-de-France, près de Soissons. Votre région a été fortement touchée par la désindustrialisation. Donc normalement, quand une usine veut s'installer, c'est une bonne nouvelle. Eh bien, pas pour vous. Expliquez-nous pourquoi. En fait, je suis jeune élu et dès que j'ai pris mes fonctions, j'ai eu à demander auprès des services de la préfecture une enquête publique concernant l'installation d'une usine de production de laine de roche. Le leader mondial de la laine de roche. Le leader mondial danois de la laine de roche, avec deux enquêtes. Une enquête concernant l'autorisation d'exploiter et une autre concernant le permis de construire. Donc, en tant que jeune élu et puis natif du village, j'adore ma région, j'ai tous mes amis, j'y ai construit mon projet de vie. J'ai, moi, dès le départ, incité tous mes administrés à venir se prononcer à l'enquête publique, en disant, voilà, venez voir de quoi il s'agit. Il ne s'agirait pas qu'on nous présente un mauvais projet et que par la suite, vous veniez me reprocher d'avoir décidé pour nous tous, sans en avoir été informé. Conclusion, au bout de 2 mois d'enquête, je suis passé par des menaces de mort, des lettres anonymes de menaces de mort durant l'enquête, en disant, il faut absolument l'usine, on en a besoin, on a un grand besoin de travail. Enquête qui n'est toujours pas close pas très avancée à mon goût, au bout de 2 années. On est arrivé à un avis défavorable du commissaire enquêteur et sur l'autorisation d'exploiter et sur le permis de construire.
Et donc, vous avez décidé de ne pas octroyer le permis de construire à Rockwool, puisqu'il s'agit de cette entreprise-là, Voilà. danoise, qui fabrique de la laine de roche. Voilà. Au départ, vous disiez, j'étais pas forcément contre, J'étais puisque pas forcément c'est contre. quand même une bonne centaine d'emplois. Qu'est-ce que vous avez découvert très concrètement pour décider de ne pas vouloir laisser cette usine s'installer? J'ai eu la chance aussi, dans cette aventure, d'avoir une sœur qui est professeure d'anatomopathologie à l'hôpital Saint-Antoine à Paris, un beau-frère dermatologue et une femme pharmacien hospitalier. Donc des gens qui avaient quand même déjà une certaine connaissance des produits, de la dangerosité des produits. Et quand on a fait un inventaire des quantités que ça pouvait représenter en ammoniac, en formaldéhyde, en composés organovolatiles, qui là étaient des produits où il y avait suspicion que ce soit des produits cancérigènes, ça a tout de suite attiré mon attention. Et puis très rapidement, un collectif de médecins s'est constitué. Il dépasse actuellement plus de 100 signataires, c'est-à-dire la quasi-totalité de la profession médicale sur le bassin soissonnais. Les sages-femmes, là récemment, un manifeste de sages-femmes qui alerte sur le fait que ce sont des perturbateurs endocriniens. Le site Géorisque, qui évalue le projet Rockwool comme voire peut-être le pire projet industriel en termes de pollution. En termes de pollution. En ammoniac, c'est plus d'ammoniac que le site ArcelorMittal de Grande-Synthe. Donc vous lancez l'alerte sur cette pollution-là, et c'est pour ça que vous résistez, que vous ne souhaitez pas que Rockwool s'installe. Et en même temps, vous évoquiez les pressions, parce qu'il y a aussi tous les administrés de cette région, notamment parce que j'ai aussi la sous ma préfecture, responsabilité, parce que l'usine s'installe, oui, notamment pour la création d'emplois. Mais c'est intéressant juste d'aborder cette question-là, parce que c'est souvent quand même un bon exemple de tiraillement qui peut exister, pour le coup, entre, en gros, création d'emplois, protection de l'environnement, et il faut trancher. C'est-à-dire que là, ce qu'on peut reprocher... Ah, pardon. Non, Mathieu Ozano. Ouais, non, c'est un cas, c'est une situation emblématique des choix qui doivent être faits dans l'évolution de nos usages de la technique. Et qui vont se poser de plus en plus pendant cette transition écologique. C'est un dilemme, c'est des dilemmes qui vont être récurrents. On a besoin d'isolants. Aujourd'hui, le produit qui est l'un des produits, disons, qui est archi-dominant, c'est la laine de roche. On sait qu'on veut économiser de l'énergie pour chauffer les logements, donc il faut mieux les isoler. La laine de roche est une solution intéressante, en tout cas comme produit isolant. Les alternatives ne sont pas forcément existantes. On peut imaginer isoler en utilisant du chanvre, de la paille. Il faut que la ressource soit là, il faut que les industriels soient là, il faut que la ressource foncière soit là. Par exemple, si monsieur développait, si vous tentiez de faire un modèle d'affaires pour développer massivement la production de chanvre pour faire des isolants, il faut savoir si les agriculteurs sur place peuvent s'y retrouver, si vous ne mangez pas sur de la culture qui est destinée à l'alimentation humaine. Enfin, ce sont des problématiques qui sont compliquées. En fait, qu'est-ce qui se passe ? On sort d'un monde qui était relativement simple, où on avait des énergies fossiles, on avait une capacité à produire massivement, et c'est ça le XXe siècle dont on est issu, c'est une abondance incroyable qu'on a réussi à produire avec les énergies fossiles. Maintenant, on se rend compte qu'elles sont en train de détraquer le climat, et qu'en plus, on le voit très bien dans ce documentaire, elles sont en train de se tarir, et en laissant un héritage. Les alternatives à ça vont être... C'est ça le modèle de développement qu'il faut qu'on arrive à bâtir dans la transition énergétique, vont être plus compliqués. Ils vont demander plus de concertation, et il va falloir... C'est le meilleur compromis en fonction des besoins qu'on a. En fonction des besoins et en fonction des solutions techniques qu'on a sous la main, des solutions techniques et industrielles. Arnaud Zrek, puis Yves-Marie Lelay. Juste peut-être un rebond, on vous propose une idée là, l'installation d'une économie du chanvre à la place de la laine de roche. Ce serait viable? Exactement, effectivement, il y a un problème d'échelle, parce qu'on ne pourrait pas produire l'équivalent en isolant chanvre qu'on le fait en laine de roche. Je précise quand même au passage que là, on se polarise uniquement sur le côté protection contre le froid. On est en hiver, c'est normal, isoler les logements. Mais il faut savoir que la laine de roche est un piètre matériau en ce qui concerne la protection contre le chaud. C'est-à-dire, on a ce qu'on appelle le temps de déphasage. Et là, on situe la laine de roche au niveau d'un modeste polyestyrène. Il y a la question aussi de la réindustrialisation. Est-ce qu'on peut, et c'est l'objectif aujourd'hui très clair de la France, réindustrialiser la France sans polluer? Non. Alors, non, il n'y a pas de repas gratuit dans cette histoire. Il n'y a pas de repas gratuit dans cette histoire. Mais, bien sûr, mais il n'empêche qu'aujourd'hui, on voit bien que ce qui manque chez les gouvernants, c'est d'imagination. On parle du chanvre. Bon, moi, je peux en parler aussi.
Je viens d'une région qui était fortement productrice de chanvre historiquement. Le lin que j'ai ici, eh bien, la Bretagne était fortement productrice de lin. Et le lin et le chanvre, ce sont des cultures qui ne polluent pas et qui ont une richesse, puisque ce sont des plantes qui sont à la fois alimentaires et à la fois industrielles. Et donc, c'est tout un modèle économique qu'il faut repenser. Il doit être bâti. Mathieu Il doit être Zeno. pensé, en fait. Voilà. C'est pour ça qu'on a de la chance aujourd'hui en France, et c'est très, très rare. Je ne veux pas faire ici la pub du gouvernement, mais la conversation démocratique commence à agréer la notion de planification et de sobriété. Pourquoi les deux mots sont importants? Planification, vous venez de le dire, toutes les alternatives dans la transition énergétique sont compliquées sur l'évolution de l'économie d'un territoire. Si les agriculteurs bretons ont quitté les cultures vivrières, ont quitté un modèle agricole antérieur, c'est parce que quelque part, beaucoup de gens s'y sont retrouvés. Revenir en arrière, ou en tout cas trouver un chemin de traverse qui permettrait de se passer, de tourner le dos à l'abondance que tout le monde désire, en fait. Ça demande une concertation démocratique adulte, patiente, compliquée, des modèles économiques à bâtir. C'est extrêmement compliqué. Et ce qu'il faut retenir là-dedans, c'est que cette notion de sobriété, elle est nécessairement embarquée là-dedans parce que toutes les alternatives au mode de développement qu'on a aujourd'hui, fondées sur le pétrole, sont plus compliquées, plus chères. Ouais. Et donc, il va falloir apprendre à vivre, à jouir du progrès, mais en utilisant moins de matière et moins d'énergie. C'est possible, dans ce que vous mais dites, ça suppose de changer quand même d'avoir des conversations voir. intenses et précises. Et j'entends Et à ce aussi sujet- la patience. J'entends aussi Voilà, la et la patience. patience, oui, Et pour le coup, absolument. là, dans ce Et la science projet-là, nous aide, et la science qui aide aussi à prendre les bonnes nous décisions, guide. avec quand même une ligne rouge qui est la santé des populations. Oui, absolument. Ce qu'on voit, moi, ce que j'ai vu au long de mes enquêtes depuis maintenant 5-6 ans avec Vert d'Orage, c'est à quel point les populations les plus précaires sont les plus touchées. En France comme à l'étranger, mais souvent on a l'impression que le changement climatique, c'est d'abord des gens qui sont submergés par les vagues. C'est pas aussi simple que ça. Et puis surtout, ça nous touche nous directement. À chaque fois que j'ai enquêté sur les polluants éternels, où est-ce que ça se passe? À Pierre-Bénite, dans la banlieue populaire de Lyon. Quand j'enquête sur la pollution au plomb, où est-ce que ça se passe? Dans les terres du Front National, pardon, le Rassemblement national dans le Pas-de-Calais. Quand j'enquête sur la pollution du pétrole, ça se passe où? À Gonfreville-Lorcher, dans la banlieue populaire Le du Havre. chlordécone aux Antilles. Et le chlordécone aux Antilles. Là, je travaille sur 4 nouveaux numéros. C'est à chaque fois la même chose. Donc, il faut faire attention à cela et surtout prendre soin des plus précaires. Parce que ce n'est pas forcément ceux qui, pardonnez-moi le terme, gueulent le plus fort, mais c'est ceux qui sont les plus touchés. Alors justement, vous défendez aussi vos administrés et vous parliez des pressions parce que lancer l'alerte, travailler, révéler, dénoncer, produire des preuves, on s'expose aussi, même parfois sans forcément crier très fort, mais aussi en travaillant dans son coin. Vous avez subi des pressions, des menaces. On parlait de patience pour des gens qui trouvent que tout ça ne va pas assez vite. Oui, juste pour rebondir sur ce qu'on disait tout à l'heure, l'exemple de la laine de roche, c'est aussi la grosse consommatrice d'énergie. C'est-à-dire que là, c'est 4%, c'est l'usine qui risque d'être installée, c'est 4% de la production d'un réacteur nucléaire à une époque où on manque d'électricité. Oui, en eau et en électricité, Voilà, c'est extrêmement ça. consommateur. Et systématiquement, on va renvoyer dos à dos industrie et environnement. Alors, soyons ambitieux, essayons de partir sur de la croissance. Ce n'est pas forcément incompatible, croissance et environnement. Pour en revenir aux pressions, oui, effectivement, c'est-à-dire que c'est pas simple, mais voilà, mais repoussons nos limites, soyons créatifs. On est là pour y réfléchir. Voilà, soyons courageux. Ne prenons pas la formule clé en main. Ce qu'il y a, c'est qu'il ne faut pas non plus avoir trop de bâtons dans les roues. Et c'est pour ça que je parlais des pressions. Voilà, on pourra en venir aussi avec vous dites bien, vous, c'est-à-dire que depuis le départ, on m'alerte sur le fait qu'aux États-Unis, à Jefferson, Rockwool a réussi à s'installer. Donc le leader de l'arrêt de Roche qui va venir s'installer chez vous. Là aussi, au passage où les seuils limites sont régulièrement dépassés. Donc ça rejoint les photos que j'ai vues de Jefferson avec le vomissement des cheminées dans la nature, me faisait penser un petit peu au rejet qu'on voyait des puits de pétrole. Mais Rockwool ne vous intimide pas directement pour Non. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on m'a dit voilà, Rockwool a menacé à Jefferson de 100 millions de dollars de pénalité le comté de Jefferson, et ils ont réussi par un bras de fer à s'implanter. Ils peuvent exiger de réclamer à ceux qui s'opposent des indemnités de perte d'exploitation, et c'est ce qui va arriver ici. Moi, je suis parti en disant
Moi, je suis un paysan, je suis pragmatique. Je me suis dit, OK, bon, on va nous mettre des millions d'euros de pénalités, on les a pas. On va faire quoi? On les va paiera payer pas. en 2 siècles. On va faire un 2 siècles sans frais, on n'a pas l'argent. Ou alors, ils vont arriver, en cadeau de bienvenue, ils vont nous prendre l'école, l'église et la mairie. Donc c'est des insensé. menaces qui ne disent pas leur nom, c'est Voilà, ça que ce vous sont dites. des menaces qui ne disent pas leur nom. Soyez raisonnables, comprenez, c'est dans l'intérêt général, et puis il y a de l'emploi. Et depuis le départ, je suis confronté à un problème avec cette histoire-là, c'est qu'on use et on abuse du syllogisme. C'est-à-dire, on me dit... Voilà, Ah, le syllogisme. Alors on retourne le à nos syllogisme. années collège. Voilà, on retourne aux années collège. Racontez-nous. Définition du syllogisme. Voilà. Les Danois sont soucieux de l'environnement. Ils respectent énormément la nature. Rocoul est danois, donc Rocoul respecte la nature. Vous, monsieur le maire, comprenez, Rocoul, c'est l'emploi. Vous êtes contre Rocoul, vous êtes contre l'emploi. Alors que je suis quand même papa de 5 enfants de 17 à 26 ans et qui ont eu aussi besoin de trouver un emploi. Ce qui est intéressant, c'est aussi de voir les stratégies, pour le coup. Alors, elles sont entrepreneuriales, mais elles peuvent être aussi politiques. C'est les stratégies du doute. C'est vous faire douter, vous faire interroger et vous pousser à changer du coup dans vos stratégies. Oui. Vous, ça fait 20 ans que vous êtes avec votre bâton de pèlerin pour dénoncer cette toxicité mortelle. Est-ce que vous avez rencontré ce genre de réponse? Le doute, ah bah, bien sûr, bien sûr. En permanence? Et quand des scientifiques osent dire, eh ben, écoutez, on passe du doute au constat scientifique, les marées vertes, c'est directement produit par des excédents d'azote agricole, à ce moment-là, ce comité scientifique a été évacué et on l'a remplacé par un comité scientifique plus raisonnable, comme on dit, n'est-ce pas? Donc, effectivement, la fabrique du doute est systématique. Et donc, eh bien, que faire? Que faire? Eh bien, nous produisons nous-mêmes notre expertise. C'est pour ça que nous allons sur le terrain. C'est exactement ce qu'on vous a vu faire sur le terrain, ce que vous faites, Martin Boudot. Et pour le coup, c'est une bonne réponse à la stratégie du doute des entreprises, produire des preuves imparables. Documenter, c'est une bonne réponse, je pense. En tout cas, nous, on a vu à quel point ça pouvait faire bouger les choses. Alors, comme quoi? Sur les polluants éternels que vous montriez tout à l'heure, à partir du moment où il y a eu l'enquête, le décret a changé, le jour même. Il y a eu un décret qui a dit que dorénavant, les collectivités locales, en France, on devra regarder les taux de polluants éternels dans les eaux de surface, donc les rivières et les nappes phréatiques. Ce qui n'était pas le cas. C'était pas le cas avant. En 2024, la préfecture de Lyon a demandé à Arkema, l'entreprise qui est visée par notre enquête, d'arrêter d'émettre des polluants éternels. Il y a eu plus de 10 000 analyses réalisées par la préfecture, par l'ARS, par l'État, etc. Il y a eu un avant et un après qui est assez phénoménal. Quand on a enquêté sur le plomb et qu'on a révélé qu'il y avait, via des analyses de sol, via des analyses de cheveux... Vous allez dans les jardins potagers, vous prélevez des cheveux des enfants. Et qu'on montre qu'il y a une pollution du plomb, qu'est-ce qui se passe? La préfecture, 2 semaines après avoir dit « on ne vous répondra pas, Monsieur Boudot, et à vous, France Télévisions », dit « finalement, on va faire un dépistage de 7500 enfants pour vérifier les taux de saturnisme dans la zone autour ». Donc, vous voyez qu'en fait, ce doute-là, qui est nous, on a de la chance d'avoir des conseils, des avocats avec nous. C'est très important d'avoir ça, parce que si vous n'avez pas les avocats à vos côtés... Parce que vous aussi, vous êtes menacés bien sûr, parfois. Mais moi, c'est rien par rapport à eux. Moi, c'est des frais juridiques. Les lanceurs d'alerte, c'est ceux qui prennent les plus gros risques et respect entier et éternel, sans mauvais jeu de mots, à eux. Mais nous, on a des pressions des grandes entreprises. Quand j'enquête sur les engrais phosphatés au Maroc, le principal leader mondial du Maroc, OCP, qui est un mastodonte, vient à France Télévisions, demander au comité éthique de France Télévisions de condamner mon reportage, mon documentaire. Heureusement, j'ai pu m'exprimer devant le comité éthique et on a montré que j'avais fait mon travail dans un strict conseil. Donc ça, c'est très important. Je peux en parler parce que j'y ai participé. Tu as participé. Une chose quand même qui est importante. Nous, ce que nous avons obtenu, c'est... Oui, parce que vous aussi, vous avez réussi à faire bouger les lignes. Bien sûr. Nous avons obtenu la reconnaissance du danger des marées vertes. Parce que ce n'est pas l'État qui un jour a dit « Ah ben c'est dangereux ». Ils le savaient. On a des circulaires de 2007 qui disent « Méfiez-vous, quand même, c'est pas très bon ». Ça n'a jamais été rendu public. C'est après la mort du cheval qui a fait beaucoup de bruit et l'intoxication sur aiguë de son cavalier que nous avons réussi à faire reconnaître le danger des marées vertes. Et le prochain combat, c'est d'élargir, parce que je voudrais moi aussi que, c'est bien, nous sommes entre êtres humains, moi je voudrais élargir à tous les êtres vivants. Et dire que tout ce qui est pollution, la faune, la flore,
elle est aussi celle qui passe à la moulinette. Oui, parce Elle que est- vous dites qu'autour de ces algues, c'est bien la sûr, mort, c'est la mort. tout est mort. Ce n'est pas de l'ordre du risque, c'est de l'ordre de la mort complète de tous des biotopes et des écosystèmes que l'on voit dans le pétrole, que l'on voit partout. Et donc, il faut aussi élargir, ne pas dire les hommes, mais ne pas séparer la santé de l'homme de la santé du vivant. Mathieu Et Ozano. puis, il n'y a pas de, en fait, il y a pas une rupture entre l'environnement. Moi, personnellement, j'aime pas trop ce mot-là parce que ça donne l'impression qu'il y a un décor. Que nous, ce qui est important, c'est Ouais. effectivement, c'est ce qui se passe là. Et il y a ce Il qui faut un nous joli environne. décor. Ouais, il faut un décor, il faut qu'il soit joli ce décor. En fait, Alors il y a- qu'est-ce qu'on dit? En fait, on voit très bien avec les questions techniques, les questions industrielles, qu'il n'y a pas de rupture, en fait. Il y a une continuité entre nous, la nature, et à travers nous. Et c'est là que l'écologie doit être vraiment attentive. Le seul intermédiaire qui est entre nous et la nature dans ce qu'on lui demande, ce sont les usines, ce sont les équipements techniques. On peut faire, il y a toujours un coût, un coût énergétique, un coût matière. Il n'y a pas de repas gratuit dans cette histoire. Et c'est bien pour ça que la notion de sobriété est intéressante. Face à des besoins qu'on a tous, manger, se déplacer à peu près librement, jouir de la vie dans la limite, j'allais dire, des stocks disponibles, dans la limite des contraintes que nous impose La nature. la nature, c'est-à-dire en fait la physique. Le problème est physique. Ce qui est très, très intéressant dans un pays comme la France, c'est de pouvoir confronter justement. On est dans un pays démocratique où il y a possibilité de confronter des expertises et au final, tout n'est pas objectivable, mais largement. Donc on peut arriver à se mettre d'accord. Alors justement, quand on voit à quel point on peut faire bouger les lignes, est-ce que vous allez continuer votre combat? Qu'est-ce que vous avez décidé aujourd'hui, puisque ce n'est toujours pas tranché? De laisser déjà faire les experts faire leur travail, c'est-à-dire analyser les documents que le tribunal a exigé que Rockwool me fournisse, et puis voir quelle suite à donner, puisqu'il y a aussi malgré tout 2 recours contre l'autorisation d'exploiter portés par des associations. Il y a Vous n'abandonnerez pas? Picardie Environnement. Non. Je devrais. Pas du tout. Et justement, je pense que je peux citer la dernière phrase de votre livre pour conclure cette émission, cette phrase qui donne envie de s'engager. Je titre votre livre « Le village contre la multinationale ». C'est aux éditions du Seuil. Et vous dites « Peu importe la taille de l'adversaire, les seuls combats perdus d'avance sont ceux qu'on ne mène pas ». Alors au boulot, ou alors continuons le boulot. Merci à tous les 4 d'être venus sur mon plateau pour trouver de l'énergie et du cœur à l'ouvrage. On peut aussi lire votre livre, Yves-Marie Lelay, Algues vertes, un scandale d'État, 50 ans de déni, aux éditions Libres et Solidaires, et aussi le vôtre, Mathieu Ozano, Pétrole, le déclin est proche, j'en parlais, aux éditions du Seuil. Bien sûr, regardez Les Vers de rage qui... à rythme égaux arrive régulièrement sur France 5, et bientôt donc Les damnés du pétrole, et puis bien sûr le replay de ce doc, si vous voulez le revoir, ou notre débat sur France.tv. Votre soirée continue sur France 5. Tout de suite, La Casse du siècle vous propose le documentaire Secret d'ambassade, Berlin 1933-1939. Moi, je vous dis à très bientôt dans Le Monde en face. Bonne soirée.